Bonjour et bienvenue dans 7ème fréquence. Aujourd'hui, on va parler de cinéma, mais avant ça, j'ai la chance d'être accompagné de Joss. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien, écoute. Ok, super. J'ai aussi la chance d'être accompagné de Romu. Eh ben, ça va super bien depuis la dernière fois. Je t'ai pas demandé comment ça va. De toute façon. Et puis, pour une seconde fois, on a aussi Jérém. Comment ça va? Ben, ça va très très bien. Je suis très content d'être avec vous. Ça va être très dur ce soir. Ah, il y a une bonne ambiance. Oh putain, Romu, t'es démon, gros. Bon, messieurs, on va commencer par les news cinéma. Est-ce que vous connaissez l'entreprise Tencent, Joss? Non, pas du tout. Alors, Tencent, vite fait pour vous dire dans quoi elle. À la base, en 1998, Tencent, c'est une entreprise qui se crée et qui crée une application de messagerie qui s'appelle QQ, qui existe d'ailleurs encore. Maintenant, Tencent, c'est Tencent Pictures, qui a produit des films comme Warcraft, c'est pas le meilleur, mais bon. Tencent Technology, qui font beaucoup de choses. Ils ont aussi des parts, ils possèdent tout simplement Riot Games, qui a créé le jeu League of Legends. Ils ont des parts chez PUBG, Fortnite, Rainbow Six Siege et H1Z1 au niveau du jeu vidéo. En Chine, ils disposent d'une partie du catalogue de HBO. Ils ont aussi des banques, des clubs de sport, de la musique, des comics, de l'éducation en Chine et de l'e-commerce. C'est une entreprise qui est absolument gargantuesque et monstrueuse, un peu comme les Jeff Bezos par exemple, mais du côté chinois. Alors messieurs, Tencent a développé récemment une technologie capable d'intégrer une publicité directement dans un film ou une série de leur plateforme vidéo. En Chine donc. En gros. On n'est pas totalement débile, quoi, on a compris. Voilà. Non mais là, ce qui est fou, c'est que tu peux prendre un film de 1980, remplacer un panneau publicitaire par un panneau que quelqu'un a loué sur le site de Tencent. Ce qui peut changer la nature du film, on est d'accord? Ah bah carrément, ouais. Ça va dépendre après le style de film, mais oui, effectivement. Ouais. Romu, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, personnellement, je trouve que c'est pas bon de faire ça. Ils font ça pour l'argent, donc ouais. À la base, même faire des films, c'est pour l'argent, on va dire. Mais par contre, il y a juste un truc que je comprends pas, c'est comment ils vont pouvoir changer. Parce que souvent, il y a des, je sais pas, genre Coca-Cola, ils vont sur un film. Comment ils vont dire, allez, on change, on va mettre ça, alors qu'ils ont un contrat avec Coca-Cola, tu vois. Ça va être compliqué. Ouais, mais le truc, c'est que, donc là, on parle bien de Tencent, qui est donc là-bas l'équivalent de Netflix. En gros, je sais pas s'ils ont Netflix en Chine, mais je sais qu'ils ont Tencent, qui est une grosse plateforme de SVOD. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que eux, par exemple, je sais pas, t'es une entreprise, t'es Coca-Cola justement, ou t'es Pepsi. T'es Pepsi, tu payes 1 million pour être pendant 1 an dans tel film, et tu choisis, après, bon, je pense qu'il doit y avoir des spots pré-préparés, mais tu choisis, par exemple, de te mettre à tel spot, et en fait, le panneau publicitaire, via un robot, va faire du tracking pour remplacer ta pub en fait en permanence. Dès qu'il y a un visionnage, ta pub va être remplacée par la pub de Pepsi, par exemple. Ça peut changer la nature d'un film. Bah, ça dénature carrément un film, ouais. Ouais. Alors, c'est vrai que ça pose un souci. Maintenant, est-ce que, par exemple, si ça permettait de proposer la gratuité de la plateforme vidéo là-bas, est-ce que ça changerait quelque chose ou pas? Bah, ça changerait le budget des gens, après, tout simplement. C'est s'ils n'ont pas à payer, c'est ça? Ouais, par exemple, ouais. Genre, ils regardent de la pub, donc c'est un peu comme YouTube, un peu. Pas ils regardent de la pub, mais en mode, tu vois, tu le vois pas, enfin, tu fais pas gaffe en général au placement de produits qu'il y a dans les films, sauf vraiment ceux qui sont exagérés. Mais en mode, l'entreprise la plateforme a trouvé un moyen de se faire de l'argent et donc de générer des revenus pour s'autoproduire des films ou ce genre de choses, comme le fait Netflix actuellement. Est-ce que ces revenus-là pourraient, par exemple, remplacer le prix de la plateforme en Chine? Ça permettrait aux utilisateurs chinois d'aller gratuitement sur la plateforme et de profiter de contenu. Moi, si je peux me permettre, déjà, je vais revenir sur le fait que ça puisse dénaturer un film. Je suis d'accord avec le fait que ça pourrait permettre à des utilisateurs de pouvoir bénéficier de contenu vidéo gratuitement. Mais le problème, c'est qu'on reviendrait sur le problème de Netflix, qui a récemment modifié la fin d'une série, si je me trompe. Oui, c'est surtout qu'ils n'ont pas modifié, c'est qu'ils l'ont... Ils l'ont coupé, ils l'ont carrément enlevé. Le passage où, pour je spoil peut-être, mais quand il y a le passage du suicide, tout simplement. Donc ils ont coupé cette scène qui gênait apparemment. Moi je l'ai vu comme ça, j'en suis content, mais c'est dommage de l'avoir coupé. Moi je trouve qu'on défigure l'art cinématographique, donc ça me pose un peu problème. Après, faut voir. Ça va être vraiment que les gros films pour moi qui vont être touchés, style Retour à le futur, les Star Wars, des trucs comme ça. Ça va être que les grosses productions, les trucs où il y aura beaucoup de vues. Beaucoup d'audience. Ouais. Ouais, en fait, après, il faut voir si par exemple, ils remplacent, tu vois, dans un film, c'est une pub Coca à la base et qu'ils remplacent par du Pepsi, ça dénature pas vraiment le film. À la limite, c'est pas très grave. Après, par contre, où ça peut dénaturer un film, c'est que si tu prends un film de science-fiction et qu'à la place d'un truc Coca en fond d'écran, tu passes à, je sais pas moi,
à un truc un peu de nudité, genre un truc de rasage, ou j'en sais rien, ouais, là, ça peut changer même du coup la façon de voir la ville, tu vois, de science-fiction. Par exemple, tu vois, un Blade Runner, si en fond tu nous mets du coca et que tu enlèves du coca et tu nous mets un truc, je sais pas moi, différent, ouais, ça peut vraiment dénaturer le film. Après, si c'est juste passer de coca à Pepsi ou rester dans la même structure de pub, dans le même public visé, je suis pas sûr que ça change quelque chose. Alors après, le seul hic que ça pose pour moi, c'est que la pub, ça nous envahit trop et ça, c'est un vrai problème. Si on vient même à changer certains trucs d'un film pour mettre de la pub, ça va trop loin. Ça va trop loin. Est-ce que c'est le réal qui a l'aval final de tout ça? Ah, je Alors, pense voilà, pas. le truc, c'est qu'on en est absolument qu'aux prémices de leur robot, surtout que ça se fait en Chine, donc pour que les infos arrivent jusqu'ici, c'est pas très très facile. Maintenant, il est possible qu'à l'avenir, ce soit un truc qui s'exporte aussi un petit peu et qu'on le retrouve en Europe ou outre-Atlantique, peu importe. Donc bon, pour l'instant, on n'a pas trop d'infos. C'est compliqué de dire si ça peut être bien ou si ça peut être mal, mais ça peut amener plein de trucs positifs, de l'argent pour des petites boîtes qui doivent financer des films. Ça peut amener plein de trucs négatifs, dénaturer une œuvre, en effet, ce qui peut être la cause la plus dramatique, je suppose. Mais maintenant, voilà, on ne sait pas trop, donc je pense qu'il faut qu'on voit comment ça va évoluer avant de crier au. Et j'ai une petite question. Est-ce que la plateforme va arriver en France? Non, la plateforme non, c'est une plateforme chinoise. D'accord. Elle n'arrivera pas en France. Voilà. La deuxième news, messieurs, c'est une rumeur. En ce moment, on en entend beaucoup parler. Une suite serait en préparation au Joker. Alors, Joss. Alors, mon avis, c'est que je peux comprendre que le studio veuille faire une suite parce que le film il cartonne pour un petit budget, enfin un petit budget entre guillemets petit budget, mais ils ont pris 10 fois ce qu'ils ont misé, donc c'est sûr que ça doit leur trotter en tête. On est plus sur 20 fois là en ce moment. Hein. Ouais, carrément. Donc du coup, bon, je peux comprendre que ça les tente. Après, je peux les comprendre que ça les tente même d'un point de vue artistique parce que le film est une vraie réussite. Techniquement sur tout de A à Z, le film est une réussite. Donc je peux comprendre que ça peut tenter les gens parce que quand tu regardes et t'écoutes un peu les avis de tout le monde, il y a tout le monde qui veut voir une suite. Les 3/4 des personnes veulent voir une suite parce qu'ils ont adoré le film. Moi aussi, j'aimerais bien revoir plus de Joker, moi aussi, mais moi j'ai vraiment peur que ça soit le truc de trop, tu vois. Alors moi j'aime bien quand il y a un film qui est parfait, quasiment parfait, ben voilà, on le laisse comme ça et on prend pas le risque de tout foutre en l'air. Donc après, voilà, alors ils peuvent faire une suite qui cartonne tout, hein. Il y a plein d'exemples de films où le deuxième est encore meilleur que le premier, il y en a plein. Mais je sais pas. Alors après, Todd Phillips, il y a forcément pensé parce qu'il a quand même mis pas mal de Batman au sein de son Joker. D'ailleurs, on voit Bruce Wayne, on voit la mort de ses parents. Il y a songé dans un coin de sa tête, il a laissé une possibilité, une ouverture possible, c'est clair et net. Donc, je sais pas, à voir. Voilà, à voir. Alors oui, le problème c'est que Todd Phillips, il a toujours dit qu'il ne voudrait pas de faire de suite. Alors moi, ce qui me fait peur, et le plus probable, ce serait que Todd Phillips refuse de faire une suite et que la Warner le vire. On va dire un peu du mal, un peu comme Joss, mais j'aimerais bien limite qu'ils le mettent dans l'univers de The Batman qui est censé être très dark apparemment. Avec Matt Reeves, ça pourrait avoir une cohérence de le mettre avec cette nouvelle trilogie. Voilà, de l'écarter un peu de tout ce qui est justistique, tout ce qu'on a vu avant, voilà, et mettre un nouvel univers, et un univers peut-être beaucoup plus sombre et peut-être beaucoup plus auteur, entre guillemets, voilà, de choses qu'on n'avait jamais vues avant, voilà, un côté un peu Watchmen, un peu qu'il y avait eu à l'époque, voilà, et visiblement ça a du succès, donc si potentiellement on part sur une continuité comme ça avec ces films-là, ça pourrait être bien en soi, mais bon, à voir. Bah, le problème c'est que, je suis d'accord avec toi, moi aussi, j'aimerais, tu vois, en tant que cinéphile, en tant que fan du Joker, etc., j'aimerais que ça se passe comme ça. Le problème, c'est que je crois que Matt Reeves a déjà prévu un tas de méchants pour ses films Batman. Vraiment, il en a prévu beaucoup, je crois, en plus que la trilogie de Nolan, par exemple. Donc maintenant, rajouter le Joker, est-ce qu'il va pas être là en mode « Oh, tout que je réécrive » ou est-ce qu'il va pas être là en mode « Oh, ben, tu vois que le Joker, il est un peu forcé dans le scénario » ou est-ce que ça va pas être compliqué de le rajouter, tu vois, au milieu d'un film ou est-ce qu'il va pas avoir une place trop petite, enfin... C'est ça qui est compliqué aussi. Qu'est-ce que tu peux en penser Pour moi, c'est un non catégorique. Je ne souhaite pas voir de suite au Joker. Je suis comme vous, j'ai adoré ce film. Il a des qualités esthétiques indéniables. Le Joker est vraiment super bon. Mais pour moi, c'est un film qui doit rester dans son emballage. Il doit rester standalone. Je vois pas de suite possible, un peu à la manière de The Dark Knight. Je vois pas de suite possible, en fait. Pour moi, il faut que ça reste... The Dark Knight, il y a eu une suite. Une suite, mais sans le Joker. C'est vrai. Donc, bah, écoutez, messieurs, je propose qu'on attende de voir ce qui se passe. Est-ce que ça se concrétise vraiment ou pas? Pour la troisième news, on va parler des trailers de la semaine. Le premier trailer duquel on va parler, c'est Star Wars 9. Joss, qu'est-ce que t'en penses?
Alors, moi, il faut savoir, pour situer un petit peu, j'adore Star Wars, voilà, j'adore cet univers. Euh, j'ai beaucoup aimé, moi, l'épisode 7. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé le 7. J'ai détesté l'épisode 8, mais vraiment, je me suis senti violé dans la salle. Et du coup, donc le 9, j'étais assez mitigé parce que je trouvais que le 8 avait complètement fusillé tout ce que J.J. Abrams essayait de faire dans le 7. Donc du coup, j'attendais vraiment un peu la bande-annonce avec impatience parce que je me demandais qu'est-ce qu'il va pouvoir nous faire parce que le 8, pour moi, il a tellement fusillé le délire que je voyais plus ce qui était possible de faire. Et la bande-annonce, le problème, c'est qu'elle m'a fait un peu ni chaud ni froid. C'est-à-dire que c'est assez basique, ça a l'air encore un peu enfantin. La relation Rey-Kylo Ren, on comprend encore rien et je trouve ça tourne en rond. Alors on aura des réponses dans le film, c'est sûr. Mais je trouve qu'on est au 3e film et on n'en sait toujours pas plus, qu'on n'a pas avancé de 20 mètres. Et puis il y a une image qui m'a un peu choqué, c'est les petits poneys magiques de l'espace là. Alors ça, j'ai pas compris ce délire du tout des chevaux de l'espace. Ça me fait un petit peu peur. Donc voilà, il y a 2-3 plans qui sont très beaux esthétiquement, mais honnêtement, j'ai hâte de le voir, mais j'ai très très peur. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Savoir que je suis trekiste à la base, donc je préfère l'univers de Star Trek et j'ai suivi d'assez loin cette nouvelle trilogie. Alors moi, pour le coup, à chaque fois en fait qu'il y a une nouvelle bande-annonce, comme d'habitude, il touche la corde sensible avec les musiques de Star Wars de l'époque. T'as toujours le petit frisson, mais je me souviens avoir eu le petit frisson pour le trailer de l'épisode 8, et je me souviens avoir eu mal au cœur quand je suis sorti du film. Le 7 était correct, sans plus. En fait, je trouve que depuis le 7, après, vous n'avez peut-être pas grandi avec, peut-être Joss, je sais pas quel âge t'as Joss, mais du coup, moi, quand j'ai regardé les anciens Star Wars, il n'y avait même pas la prélogie qui était sortie. Je me rappelle avoir ressenti ce petit frisson à chaque film. Voilà le côté mystique qu'il y avait. Je trouve qu'à partir du 7, ils avaient balayé un peu tout le côté mystique. Il n'y avait plus le côté magique qu'il y avait à l'époque. Donc, moi, je reste un peu de marbre, on va dire, avec cette nouvelle trilogie. J'attends la prochaine sur la Old Republic avec impatience, voilà, tirée d'une grosse BD très importante de Star Wars. Celle-là, je regarderai le film en IMAX, bien évidemment, parce que c'est Star Wars et que je suis un pigeon. Mais bon, concrètement, je suis un peu de marbre. Le trailer fait des frissons, mais après, sans plus. Écoutez, merci pour votre avis. On va parler du trailer de Queen and Slim avec Daniel Kaluuya dans le rôle principal. Romu, je sais que tu as aimé, je crois. Oui, tout à fait. Okay. J'ai particulièrement aimé c'est la première bande-annonce du film, si je ne m'abuse. Oui, c'est la première. Voilà, non, j'attendais une interaction. Ouais, c'est la première. Donc voilà, la première bande-annonce, c'est un film qui s'inscrit vraiment dans un mouvement Black Lives Matter qu'on retrouve notamment dans Black Klansman. Et Enfin, attendez, ça date de bien avant ça. Hein. Ça date de bien avant ça, mais on a une sorte de deuxième mouvement, on va dire, un deuxième âge. Voilà. Est-ce que vous avez vu Collision ? Ouais. Non, moi je l'ai pas vu. Après, j'ai remarqué que ce film, là, le trailer que tu parles là, ça fait très Spike Lee, je trouve. Okay, carrément. ouais. De ouf, ça fait totalement. Moi, ça me fait rappeler ça, romancé Avec différemment. une petite romance. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu peux continuer. Non, mais c'est voilà, pas grave. c'est pour interagir sur ça. C'est pas grave, j'avais rien d'autre à dire de toute façon. Ok. Bon, moi, c'était pour dire que j'étais totalement hype. Moi, c'est cette bande-annonce-là qui m'a donné le plus envie. Ok. Voilà, clairement. Toi, Joss ? Moi, honnêtement, ça m'a bougé une sans tout ça. Enfin, ça m'a rien fait, quoi. Je vous dis clairement, ça m'a rien fait. J'en perds mes mots, ça m'a rien fait. J'irai le voir parce que pourquoi pas, mais je suis pas sûr que ça me parle et je suis pas sûr que ça me touche et je suis assez de marbre par rapport à ça et même par rapport à ce mouvement, je suis assez méfiant. Donc voilà, ça me parle pas. Comme tu le sais, ça fait un peu les mouvements comme un peu et un peu Jordan Peele en ce moment. Je n'ai aimé aucun de ces deux films, ces deux derniers films, et je les trouve même par moments limite un peu dangereux. Donc voilà, ça me plaît pas et j'aime pas. Ok, mais pour revenir à la collision dont tout à l'heure, tu as eu la chance de le voir. Ouais. Du coup, parce que pour moi, c'est un film qui s'inscrit totalement dans ce mouvement. Je pense qu'on voit de quoi je parle. J'ai aimé Collision, oui, ça va. D'accord. Et donc, ce que tu disais, est-ce que tu es d'accord ou pas qu'il s'inscrit dans ce mouvement-là, Collision, mais qui s'inscrivait du coup avant l'heure ? Ouais, un peu, carrément, ouais. C'est carrément, ouais. Okay, très bien. Et ça parle de quoi, Collision ? Alors, c'est très compliqué. Le film raconte l'histoire de plusieurs personnes qui vont, leur destin vont se regrouper dans New York. Et il y a des scènes excellentes. Moi, je pense notamment aux scènes avec Matt Dillon. Joss, si tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Ouais. Elles sont absolument excellentes. Donc, messieurs, si vous avez la chance de le voir, on n'est pas dans le recommandement, hein, mais je vous le recommande quand même.
Joss, toi, il n'y a pas grand-chose qui t'en touche une sans te faire bouger d'autres. Enfin, Ouais, c'est il y a ça. beaucoup de choses, justement. En ce moment, est-ce que le trailer de Bloodshot, il t'a touché quelque chose ou pas? Bah alors là, je pense que c'est la catastrophe assurée. Je suis désolé, mais moi déjà un film avec Vin Diesel, pour moi, égale navet. Donc là, la bande-annonce que je vois, j'ai l'impression de voir un vieux film des années 90. J'ai trouvé ça basique. J'ai trouvé les effets spéciaux de la bande-annonce, en tout cas, très moches. Il y a une bande-annonce, enfin, il y a un effet spécial à un moment donné où il y a une chute, il tombe, je sais pas, d'un immeuble ou d'un ascenseur. Ouais, Et j'ai trouvé ça, mais épouvantable, quoi. Je veux dire, putain, sans déconner, c'est laid. Et bon, voilà, c'est du Vin Diesel. Donc, à part un petit peu les effets avec les lumières et l'éclairage rouge du début de la bande-annonce, que ça, je crois que c'était assez cool à voir. Un peu cheap, mais ça me plaît. Mais le reste, non. Et je pense que ça va être un beau petit nanar à la Vin Diesel. Bah, moi, je suis d'accord avec Joss. Voilà, je partage son avis sur la première bande-annonce du film. Moi, je sais que j'aime beaucoup Vin Diesel hors Fast and Furious. J'aime bien quand il sort vraiment de cette franchise. J'ai notamment aimé le dernier Chasseur de sorcières. Je sais pas si vous l'avez vu. Oh, j'avais trouvé ça nul à chier. Ah ouais, moi aussi. Moi, ça m'intéresse. C'est pas adoré, mais j'aime bien ce côté un peu dark fantasy. Genre, Riddick, quoi. Riddick, j'ai pas vu d'ailleurs. Ah, d'accord, bah, voilà, ça trilogie, serait totalement là-dedans. D'ailleurs, Et, il prépare un quatrième. Et Babylon AD. Du coup. J'ai pas vu. Putain, c'est vrai qu'il tourne en rond, en fait, Vin Diesel, il fait pas toujours pareil. Parce que Riddick, Babylon AD et. Après, il est un petit peu limité, Vin Diesel. C'est pas non plus. Ouais, non, mais c'est plutôt. Bah, pourtant, il avait du potentiel. Hein. Il a joué dans Il faut sauver le soldat Ryan. Je crois. Ouais, et Babysitter aussi. Il a fait Un homme à part aussi, qui était plutôt pas mal, il me semble. Je crois que c'est ça. Ouais. Après, si tu regardes dans Il faut sauver le soldat Ryan, il y a énormément d'acteurs connus. Hein. Ouais. Voilà. Mais Vin Diesel, moi, je suis d'accord. Déjà, Vin Diesel, bon, alors c'est sûr à 1,2 milliard, je vais quasi pas aimer le film. Pourquoi ? Ça, déjà, j'aime pas cet acteur, je le déteste. C'est un peu comme Nicolas Cage. Je sais pas pourquoi, j'aime pas ces acteurs. Voilà, c'est comme ça. J'arrive pas à les aimer. Non, mais la bande-annonce, elle était claquée au sol. Voilà. J'aurais pas dit années 90 parce que années 90, là, on aurait dit Oui, non, années bien 2000, sûr. où il s'essayait à mettre un peu du CGI un peu partout. Franchement, ça m'a zéro donné envie. Là, il y avait rien. Il y a trop d'action, trop. Ouais, à un moment donné, on a les Avengers pour ça, mais à un moment donné, il y a Thanos et Iron Man. C'est plus stylé déjà. Ouais, bah, c'est vrai qu'à la base, le film était vendu comme un film très sombre et très violent. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais au moins, ils vont nous faire une Venom, hein, du coup. C'est bien probable. Bah, du coup, ce que je vous propose, c'est de passer à une bonne annonce qui attire vraiment la plupart d'entre nous, je suppose. Le nouveau film de David Michôd qui sort le 1er novembre sur Netflix, The King, avec Timothée Chalamet dans le rôle principal, Robert Pattinson aussi, et Joel Edgerton, dont on reparlera plus tard. Joss, est-ce que tu l'attends le film ? Alors, je ne l'attends pas. Pour une simple bonne raison, en fait, c'est que je n'aime pas les films Netflix, en fait. Je me suis rendu compte que depuis le temps que Netflix existe et que je suis abonné, je n'ai aimé aucun film qu'ils ont fait, mais aucun. J'arrive pas à en aimer. Par contre, j'ai un espoir avec celui-là et bien sûr The Irishman de Scorsese. Donc là, c'est mes deux trucs où je me dis, allez, ils vont enfin me régaler. Parce que pour le roi, je trouve que le casting est top. La photo et la lumière des bandes annonces, j'ai trouvé ça juste magnifique. Donc là, pour une fois, je suis hypé. J'espère du coup ne pas être déçu, encore une fois, par un film Netflix. Bah moi, pour le coup, je l'attends énormément, ce film. Et je trouve que tu es peut-être un petit peu dur sur les films Netflix. Je pense qu'ils prennent leur temps, à mon avis, pour sortir des bons films. Et genre, je sais pas, le film de Kerry James, la Banlieusard, il est extrêmement bon, quoi. Enfin, moi, Je l'ai pas vu, pour très, très bon. Je trouve que Netflix, il faut leur laisser un petit peu le temps. Annihilation, je crois il était très, très correct, ce film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Je crois qu'il y avait un autre film, je crois, de guerre, il me semble. Ouais. Le Roi d'Écosse ou un truc comme ça. Ouais. Je trouve qu'ils ont fait pas mal de films quand même. C'est sûr qu'ils sont plus forts en série, c'est clair, c'est leur truc, les séries. Mais je trouve que les films, au fur et à mesure, je pense que si on leur laisse un peu le champ libre, ça a l'air d'être le cas pour le moment. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance pour des prochains films qui vont être très très bons, quoi. Bah, ils changent quand même un petit peu leur politique parce que là, ils ont quand même engagé Scorsese, David Fincher. Donc là, forcément, s'ils prennent des réalisateurs comme ça, forcément, ils vont commencer à envoyer du lourd et du chef-d'œuvre, il va y en avoir. Mais moi, pour le moment, tu vois, tu as parlé d'Annihilation. C'était sympa, hein. Je dis pas que c'était bidon, c'était sympa, mais tu vois, je l'ai déjà oublié, je me rappelle déjà plus du film. Après, c'est pas un film Netflix, hein. Ah oui, non, ils ont acheté les droits, c'est vrai. Et ouais, ils ont racheté les droits. Ouais. Donc, ouais, il est sorti aux États-Unis, je crois, dans certaines salles. Exact, c'est ça. Après, donc voilà, vraiment qui compte faire une série apparemment. C'est des la série. Qui compte faire une série avec Netflix.
Voilà, série, y a pas de souci. Dans les films, je suis un peu mitigé sur Netflix film, en production de films. Donc voilà. Après, là, pour le coup, je pense que ça peut être pas mal et j'ai hâte de voir ça. Ouais, Romu, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'attends pas particulièrement le film. J'ai beaucoup aimé les 2 premières bandes annonces qu'on a eues, les 2 seules, je pense. J'aime bien ce côté un peu dark et je suis curieux de voir ce que va pouvoir donner Timothée Chalamet dans un rôle assez dur, parce que moi, personnellement, j'ai vu aucun de ses films, désolé pour lui, mais je trouve qu'il a un côté gringalé, donc j'ai envie de le voir dans des rôles Oh un là! peu plus dramatiques et violents, parce qu'il a l'air de porter le film sur ses épaules. Il a joué dans quoi déjà? Il Il a a joué joué dans dans- Interstellar? Ouais, Si, il a joué il a pas un grand rôle. Il a joué dans Call Me By Your Name, qu'il a révélé d'ailleurs qu'il a emmené jusqu'aux Oscars. D'accord. Et il a joué récemment Un jour de pluie à New York. D'accord. Et puis, exactement, tu regardes là, l'affiche est là. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Je sais qu'il a fait pas mal de choses. Hein. Il est très très actif. Bon, moi, dans Et Interstellar, donc, il m'a marqué, je m'en rappelle. Il m'a un peu marqué. C'est pas lui qui était le plus marquant, mais je l'avais bien aimé. Ouais. Ok. Après, quand tu le vois, il a un physique assez chétif. Oui, mais ça, Euh, à mon avis, c'est que son physique justement, et ça va être un préjugé qu'il va bien devoir casser. Lui, il aurait pu jouer dans Dunkerque. Bah, Ouais, il ressemble un peu physiquement. Ouais. Bon, heureusement qu'il joue pas dedans parce que le film est claqué sous sol. Peut-être pas à ce point-là. Tu vois. Je rigole. Voilà. Je rigole, c'est pour embêter Joss, mais enfin, Joss, il va s'énerver, il va me lancer son bas de parole. Ça, c'est clair. Bref, messieurs, merci beaucoup pour vos avis sur ces trailers. On va passer aux sorties de la semaine. Sur le petit écran, vous m'arrêtez si vous voulez intervenir. Le 1er novembre, on a Jack Ryan saison 2, Atypical saison 3. Le 3 novembre, on a Shameless saison 10, Kidding saison 2, Romu. Est-ce que tu l'attends? Je vais te reprendre sur cette news, puisque la série a été reportée. La saison 2 a été reportée en février. Oui, elle a été reportée en février. Ils sont en train de tourner les épisodes de la saison 2. Là. Ils sont Tu travailles chez BFM TV ou quoi? Non, je suis Non, hyper pardon, fan de je parlais d'Antonin. Moi, je travaille sur BFM. Ouais. Le 5 novembre, on a The End of the Fucking World saison 2. Alors ça, messieurs, je vais lancer peut-être un petit débat. Je crois que Jérôme, que tu l'as vu, que tu as aimé. Je trouve la série très très surcotée. Très The End of the Fucking World. Tu l'as vu? Rappelle-moi. The End of the Fucking World avec le psychopathe, là, le jeune, et la meuf avec. Et les deux, ils partent. Mais tu l'as vu, gros, je crois. Bah ok, tu vas dire que tu l'as Moi, en pas tout cas, je l'ai vu. Attends, si, ça me dit un truc en fait ce que tu me dis. Oui, ça fait 2 heures. Ouais, ok, ça me dit un truc. Joss, tu l'as vu, toi? Ouais, je l'ai vu et j'avais adoré les 3 premiers épisodes et j'avais trouvé le reste nul à chier, mais vraiment nul à chier. Voilà, je suis d'accord avec lui. Voilà, c'était la fin qui était pas ouf. Je me rappelle. Ok, bon, bah écoutez, est-ce que quelqu'un veut interagir sur ces petits écrans? Moi, Jack Ryan saison 2, je l'attends parce que j'aime bien John Krasinski, notamment, qui est dans le rôle principal. Et puis, une petite série Amazon, ça fait toujours plaisir. Pas que ce soit Amazon, ça change grand-chose, mais bon. Amazon, ils font très peu de séries. Très peu de séries originales, mais je trouve qu'il y a de la qualité. Ils tentent et il y a franchement de la qualité. Ouais. Récemment, on a eu The Boys, qui a divisé la critique. Une série en animation rotoscopique avec Rosa Salazar et Bob Odenkirk. Et franchement. Et Carnival Row. Ouais, Carnival Row, mais je l'ai pas encore regardé, donc je me prononce pas dessus. Moi, The Boys, j'ai bien aimé. C'est une bonne série, franchement. Ouais, moi aussi, bien aimé, mais ça vaut pas tout le patata que les gens vont faire. Ouais. Mais moi, j'ai adoré. Pour le coup, j'ai adoré The Boys. Ah, j'ai adoré The Boys. Je trouve que ça passait bien. Je trouve qu'il y avait de l'action, il y avait du sang, il y avait du cul. Ouais, c'était cool. Et ils comptent aller plus loin dans la seconde saison, dans le tournage de débuté. Bah, heureusement, parce que la saison 1, ils s'étaient quasiment censurés par rapport aux comics de base. Bah déjà, c'est la première fois que je voyais un poisson se faire doigter, donc putain, j'ai hâte de voir la suite. Ouais. C'est vrai. Bon, messieurs, on a parlé du petit écran, le grand écran, et Romu, c'est à toi que je vais demander retour à Zombieland. Je crois, Joss, que tu l'as vu aussi, donc tu pourras intervenir sur la critique de Romu. Donc moi, j'ai vu Retour à Zombieland le 8 octobre, dans le cadre du festival Première, proposé dans les salles Gaumont. Donc, je fais une petite pub au Gaumont Pâté, voilà. Moi, j'y suis allé en courant, puisque j'ai adoré. Il a bouleversé les codes du film de zombies, à mon sens en tout cas. Donc j'y suis allé pour ça, parce que c'est la même équipe artistique qui revient sur le 2, et le même casting surtout. Mais malheureusement, j'ai été assez mitigé, puisque j'étais vraiment content de retrouver cette mise en scène, cet humour et ces acteurs, mais je trouve qu'il apporte rien à l'univers. Même les personnages secondaires qu'on voit dans les bandes annonces, je trouve qu'ils apportent rien et ça m'a un peu déçu. Ils comptent en faire un 3, mais je vois pas où
ils peuvent aller personnellement. Ok, Joss. Moi, je trouvais que c'était gentil, c'était sympa. Après, ça m'a plu 1 heure. Après, j'ai commencé un peu à m'ennuyer et je trouvais que ça tournait un peu en rond et je me suis vite lassé. Alors après, ouais, Zombieland, il y a des bonnes idées, vraiment des trucs qui marchent vraiment bien. Mais au bout d'un moment, je trouve que voilà, ça tourne un petit peu en rond et moi, je me suis assez vite ennuyé au final. Jérôme, tu l'attends toi le film? Je vais le voir, c'est pas un problème, ça. C'est sûr que moi, je pense que je vais peut-être apprécier. Après, c'est sûr que ça n'a pas l'air d'être dingo. Le 1, il suffisait à lui-même. Voilà, je pense que c'est une manière de faire une suite, de tous se retrouver, un peu comme une bande de potes. Voilà. C'est pas vraiment pérave, mais le premier avait lancé une nouvelle mode du film de zombies, puisque 1 an après la sortie du Bienvenue à Zombieland, on a eu The Walking Dead et ce qui s'ensuit. Mais là, il apporte rien en fait. C'est vraiment pas le même genre. C'est pas le même genre, mais ça a, à mon sens, lancé une mode. Enfin, ça a relancé la mode du film de zombies. Shaun of the Dead, il était quand? Après ou avant? Il était avant. 2007. Avant. C'est peut-être Shaun of the Dead alors qu'un rapport. Parce que les Américains se sont dit, oh, trop marrant les Anglais, on va essayer de faire pareil, mais bon, on est Américains, du coup, on est moins marrant. Mais nous, on est gras. C'est pas ça qui s'est passé. Du coup, parlons du dernier film très intéressant de la semaine du 30 octobre. Moi, je l'attends beaucoup. Alors, je sais pas vous, franchement, je pense qu'on va pouvoir bien débattre là-dessus. C'est Dr. Sleep. Juste, je vais faire un petit quiz avant, enfin un petit quiz vite fait bien fait. Je pense que toi, tu as déjà la réponse, donc Romu ne répond pas. Joss, est-ce que tu sais si le film, c'est la suite du roman? C'est la suite du roman. Ok. Et toi, Jérôme? Non, pour moi, c'est la suite du film. Je pense que Stephen King, justement, il n'est pas du tout pour le Shining et tout, mais je pense qu'il y a eu un sacré échec. Les gens, ils vont se reconnaître par rapport au film et pas par rapport au livre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de scènes de l'ancien film et je pense que ça va être dans ce film-là. Ok. Est-ce que tu le sais? Non, je ne savais pas. Ok. Alors, j'ai rien dit, donc c'est normal. Vous avez très temps, messieurs. En fait, il a pris le parti pris de faire la suite des deux en même temps. Et Stephen King a dit oui, monsieur, je veux voir ça. Et il a dit que c'était une manière de le réconcilier avec le film de Stephen King, avec le film de Stanley Kubrick. Donc moi je dis, j'ai très très hâte de voir ça parce que ça a l'air juste en termes d'ambition exceptionnel. Je l'attends énormément parce que j'adore Shining, j'adore ce film et vu tout ce qui se passe, les propos de Stephen King, le choix du casting, et ben moi ça me branche et ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et bonne ou mauvaise idée que ce soit la suite des deux en même temps? Eh ben c'est une bonne idée. Ok, d'accord. Bonne Moi, idée. j'ai pareil, ouais, j'ai extrêmement hâte de voir ce film. Ça, je sais pas, ça a l'air d'être un bijou. Je sais pas pourquoi. Shining, bizarrement, je l'ai vu qu'une fois, mais je considère ça comme un grand film. C'est pas un film que j'irai voir tout le temps, mais je sais que je l'ai vu comme un grand film et j'ai beaucoup apprécié chaque scène, chaque plan. Je trouve que tout était extrêmement travaillé, à part la performance de l'acteur. C'est pas ouf, mais bon, ça a passons. Le reste, c'était fou, donc je pense qu'on peut passer à côté. Non, ce film, je l'attends énormément. Est-ce que vous savez c'est qui le réalisateur? J'avoue, je sais pas. C'est le réalisateur de The Haunting of Hill House. Oh, ah oui, j'en ai entendu parler. Ouais, voilà. C'est bon ça. Ça va être fou. Je sais que vous aimez tous les deux particulièrement la série. Ah, Toi, Romu, je sais pas si tu as vu la série, mais je sais que tu attends. Ouais, j'attends beaucoup le film parce que je vais reprendre ce qui a déjà été dit. Voilà, Shining, c'est un chef-d'œuvre. Là, je pèse mes mots. C'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est du Stanley Kubrick et on retrouve vraiment cette ambiance assez cauchemardesque, froide, lugubre. Et j'ai hâte de voir McGregor dans cet univers parce que tu l'as pas dit quand même. Mais Ewan McGregor, ouais, ça a l'air bien en vrai. Hein. Puis la bande-annonce était attirante. Non, tu trouvais pas? Ah ouais, elle était extrêmement attrayante. Et en plus, avec toutes les petites scènes de l'ancien film et tout, il touche la corde sensible pour la vous dire. musique. C'est bien la suite. Hein. Ouais, voilà, c'est vrai, tout à fait pour le coup. Juste pour mettre une petite info, Joss, tu es au courant de ce qu'ils vont faire du coup pour la saison 2 de The Hill Hunting? J'ai vu ce qu'ils allaient faire, ouais. Et moi, je suis ce projet parce que la série, j'ai trouvé ça incroyable. Mais vraiment, hein, j'ai adoré cette série. Et j'ai vraiment hâte de voir cette saison 2. Vraiment hâte. Pour ceux qui ne savent pas, ils vont faire comme Black Mirror. Donc ça va être un épisode à chaque fois, une nouvelle histoire. Voilà. Ce qui est dommage pour le coup, c'est que pas tous les acteurs reviennent, il me semble. Je crois qu'il y en a un ou deux de confirmés, c'est sûr. Ouais. Mais je crois que tous les acteurs ne reviennent pas. Après, c'est pas très grave si c'est une histoire différente. Après, on peut faire carrément d'autres choses. Je pensais que l'American Horror avec une mythologie d'horreur. Je pense qu'ils vont faire. Ils vont mettre les acteurs, à mon avis, les plus importants, c'est qu'il y a les pouvoirs et tout, sûrement. Ils vont être les personnages qui ont le plus d'importance, en tout cas dans la saison 1. Il y a le père, qu'est-ce qu'on. Le père en même temps, je ne spoil pas. Merci. Ouais, excuse-moi. Mais il y a d'autres personnages, par contre, dedans qui ne servent pas à grand-chose. Voilà, ils ont eu leur histoire dans la saison 1 et puis basta. Par contre, il y en a qui sont importants et j'espère que c'est eux qu'on reverra. Par contre, je me pose une question. Pourquoi faire une histoire différente par épisode?
Bah, regarde Black Mirror, ça a marché. Oui, d'accord, mais pas par épisode, c'est par saison. Non, Black Mirror, Non. c'est par épisode. Non, mais là. Là, c'est par épisode. Pardon. J'ai entendu que c'était par épisode. Comme Ah bah Black moi, Mirror. pour le coup, je trouve ça débile de ouf. Ah ouais? Parce que la première saison, c'est une histoire. Tu peux pas arriver et dire à un mec, regarde une saison sur 10 épisodes, il suit la même histoire, et une saison après, il est là en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? Tous les épisodes, c'est peu pareil. Alors, tu vois ce que je veux dire? Tu commences comme ça, Ouais. tu fais ça, mais plus comme American Horror Story. Moi, dès que j'ai fini The Hunting, j'ai dit waouh, c'est un truc de ouf, c'est incroyable. Parce qu'il y a une saison 2, je me suis renseigné, ça dit que ça allait comme Black Mirror. Mais à mon avis, il parle des séries d'anthologie, mais je pense que c'est plus comme American Horror Story, ce que je trouverais plus logique, pour le coup, vraiment plus logique pour le coup. Tu peux pas commencer sur un modèle et partir sur Et un moi, autre après. Ça doit Il me être- semblait que c'était comme American Horror Story. Hein. Il me semblait pas que c'était à la Black Mirror, un épisode par épisode. J'ai un doute, hein, mais il me semblait que c'était voilà, comme American Horror Story. Chaque saison, une histoire différente. Point. Voilà. Bah, j'espère que c'est ça pour le coup, j'espère vraiment que t'as pas raison, mais bon, peut-être qu'on se trompe aussi, qui sait, on verra bien. American Horror, d'ailleurs, là je suis à la saison 2, je trouve ça vraiment excellent. C'est vraiment Ouais. une très très bonne série. C'est hein. bien, je crois que. Voilà. Il y a, il y Premier a- préféré. il y a- il y a des défauts. Voilà, en tout cas, la saison 1, c'est bien. Il y a des défauts. Il y a plein de trucs où je trouve qu'ils devraient. Bon, c'était fait avant The Hunting. Mais The Hunting, je trouve qu'ils ont excellé sur l'idée de la maison hantée. En tout cas, pour la saison 1. Je trouve qu'il y a des défauts comme la saison 1, mais ça reste quand même une très bonne série. Beaucoup apprécié. Ok, bah écoute, tu as plus que cette saison encore. à tout Ouais, enchaîner. voilà, ça va. Et puis voilà. Messieurs, si vous me le permettez, on va passer sur le petit jeu du jour, comme d'habitude, le choix. J'espère que vous vous êtes réconciliés avec moi après les dilemmes que je vous ai fait la On va semaine te casser dernière. la gueule. Là, il y a 2 semaines, on avait fait les acteurs. La semaine dernière, on a fait les films. Là, on va faire les réalisateurs. Joss, Romu, puis Jérém, dans l'ordre chronologique, si possible, messieurs. Quentin Tarantino versus Steven Spielberg. Mon préféré des deux, c'est Tarantino. Voilà. Après, Pas obligé de te justifier si tu veux. non, je vais me justifier parce que voilà, je pense que Spielberg est un plus grand réalisateur, mais mon préféré, c'est Tarantino. D'accord, ok. Bon, le deuxième, il sera un petit peu plus dur pour toi, alors on verra bien ce que tu diras. Romu, à toi. Moi, je choisirais Spielberg, puisque je connais davantage ce réalisateur. Et puis, c'est un artiste qui a eu un réel impact dans ma cinéphilie et dans la vôtre, je pense aussi. Clairement. Il a traversé les âges, un peu à la manière de Scorsese et Clint Eastwood. Il a traversé les décennies. Il a commencé dans les années 70 avec des films comme Duel, Les Dents de la Mer. Et c'est vraiment un personnage clé de ma cinéphilie. C'est le pionnier, hein, de toute façon. C'est voilà, c'est. Alors moi, tu vas me faire mal, hein, c'est difficile, hein, c'est sûr de choisir. J'avoue que je suis Tarantino dans le fait que je trouve qu'il a fait un sans faute dans sa carrière, concrètement. Il a fait que des films de ouf. Tandis que Spielberg, bon, il a une plus grosse carrière, mais bon, il a fait quand même quelques petits films moyens, on va dire, Le Bon Gros Géant, des comme ça. Mais après, c'est vrai qu'il a fait des films juste Jurassic Park. Voilà, c'est déjà tu dis juste ça déjà. C'est conceptuel. Il a fait 1 milliard de films à la rencontre du troisième type. C'est vrai que c'est difficile. Je dirais Tarantino parce que c'est vrai qu'il a un sans faute dans sa carrière et c'est un peu ça on peut le féliciter, mais c'est vrai que Steven Spielberg, c'est le papa. Ok, écoute, second choix. Joss, Martin ou Christophe? C'est qui Christophe? Christopher Nolan ou Martin Scorsese? Tu me la faisais à la française, d'accord, ok. Christopher Nolan parce que c'est mon préféré de tous. Après, Scorsese, c'est mon deuxième préféré de tous. Mais voilà, Christopher en premier, donc Christopher Nolan. D'accord, ok. Moi, je dirais Martin Scorsese, parce qu'il a réalisé mon film préféré. C'est quoi? Duquel je parle tantôt. C'est Hugo Cabret. Hugo Cabret, c'est le film qui a, on va dire, lancé ma cinéphilie, ma vraie cinéphilie, voilà. Moi, je dirais Christopher Nolan. Christopher Nolan parce que comme pour moi Tarantino, c'est pareil, il a fait un sans faute dans sa carrière. Mais après, il a fait mon film comme Martin Scorsese. Il a fait un de mes films préférés, Le Loup de Wall Street. Mais bon, c'est vrai que Les Affranchis, c'est une claque monumentale. Il est incroyable ce film. Et je trouve, tu vois, bizarrement, Les Affranchis, c'est au-dessus de tous les films de Christopher Nolan. Mais Christopher Nolan, il a fait Interstellar. Il a fait Inception, il a fait les Batman. Il a fait du sale derrière. Oui, il a son univers à lui. Il a son univers, il a même. Voilà, c'est très froid. Hein. Ça, je trouve que Nolan, ça ressemble beaucoup à du Kubrick parce que c'est extrêmement froid. Kubrick, c'est très dur à apprécier, je trouve. Je trouve que ça prend du temps à apprécier son cinéma. Christopher Nolan, il est un peu plus ouvert, on va dire. Voilà, c'est un peu plus quand même grand public que Kubrick. Mais il est très froid, si on regarde bien. Je trouve que Kubrick, plus tu vieillis et plus tu arrives à apprécier ses films, en fait. Je pense que Kubrick, faut pas le découvrir trop jeune. Tu vois, les 3-4 films de Kubrick, quand je les ai vus, j'essaie de les regarder, j'avais 14-15 ans.
je crois que j'en ai aimé aucun. Et là, à l'heure actuelle, j'en ai quasiment 30. Et ben, je crois que je les aime tous. Donc, je pense que ouais, Kubrick, il faut mûrir et vieillir pour l'apprécier comme il se doit. Ouais, il faut de la maturité, je suis d'accord. Ok, bon, bah écoutez. Le troisième choix, je suis désolé pour eux, je sais qu'ils aimeraient pas qu'on leur fasse un petit versus. Sergio Leone versus Clint Eastwood. Clint Eastwood. Clint Eastwood aussi. Clint Eastwood, Sergio Leone, j'ai pas dû en voir énormément, je pense aussi. Donc, je suis pas vraiment objectif Clint Eastwood parce que j'ai vu plus de films de sa part. Sergio Leone, j'essaie de m'en rappeler. J'ai dû en voir, mais. T'as vu il y a les longtemps. films des westerns avec Clint Eastwood, non? Oui, avec Clint Eastwood, ouais. Mais je dirais que Et Christopher si je puis me permettre, Ok, voilà. J'étais encore sur Nolan, moi. je reprends ce que j'allais dire. Si je puis me permettre, Sergio Leone, il a marqué une période du cinéma avec ses films western, contrairement à Clint Eastwood, qui lui a marqué l'histoire du cinéma et a su évoluer avec les décennies. Donc il a commencé dans des westerns, après il a fait Inspector Harry, des films policiers, et il a continué à grandir avec le cinéma. Il n'est pas resté bloqué dans une époque, il a continué à évoluer jusqu'à réaliser ses propres films. Alors, je suis d'accord avec toi, juste deux petites choses. Est-ce que Sergio Leone aurait marqué avec ses westerns sans Clint Eastwood, de 1, et de 2, est-ce que Clint Eastwood aurait fait des films sans Sergio Leone? Tu vois ce que je veux dire? Je vois, mais c'est très compliqué. Je pense que l'un et l'autre sont indissociables, en fait. Moi, c'est... Dans quoi tu les as mis en versus? Bah, justement pour ça. Justement pour ça. Bah, écoutez, on va passer au quatrième choix. Romu, toi, je connais déjà ton choix, c'est sûr et certain. Joss, j'avoue, je sais pas si tu connais ce cinéma-là. Georges Méliès versus Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Pas à cause du Joker, Charlie Chaplin, tu nous dis là quand même. Ah non, putain, le mec il a aucune référence quoi, tu vois. Il a vu une scène. Non, Charlie Chaplin parce que en fait c'est tout bête, mais je vais vous raconter ma vie là pendant 2 minutes. Charlie Chaplin, quand j'étais, asseyez-vous, quand j'étais en primaire, ma prof à l'époque, j'étais en CM1, toute l'année elle nous a montré des films de Charlie Chaplin. Elle a dû nous en montrer une bonne dizaine. Et ben moi j'ai adoré. Alors les 3/4 de mes camarades ils détestaient, ils dormaient tout ça. Et ben moi j'ai adoré, j'étais en adoration dans ça. Et du coup, j'aime beaucoup Charlie Chaplin. Donc pour moi, le choix est facile, c'est Charlie Chaplin. D'accord. Bah moi, écoutez, je peux aussi vous raconter un peu ma life. C'est que moi, j'ai regardé les Charlie Chaplin à Michael. Je suis un grand fan de Michael Jackson. Et c'était un très, très grand fan de Charlie Chaplin. Il se déguisait très souvent en Charlie Chaplin et tout. Il a même fait la musique de Smile. Voilà, il avait fait un remix de cette musique-là. Il avait fait la reprise. C'est quoi Smile? Smile, c'est une musique que Talent Joker. Voilà. C'est pas la même, elle est légèrement recomposée, mais Charlie Chaplin. Ouais. Voilà, je voyais pas trop ce que c'était. Ok, en fait. Bon, Michael Jackson, voilà, il a repris cette musique-là. Et du coup, moi, ça m'a donné envie de voir tous les films de Charlie Chaplin. J'ai dû voir, à mon avis, 3/4 de ces films. Et j'ai adoré ces films. Puis même à l'école aussi, nous ont montré, je crois, Les Temps modernes, et je crois un autre au cinéma. Voilà, on avait la possibilité, des fois, de temps en temps, il y avait des sorties scolaires. Et c'est des films qui reviennent assez souvent. Ouais, mais je sais pas, Charlie Chaplin, il a une espèce d'aura en lui, voilà. Il avait son mentor qui était Max Linder. Max Lamolas. Et c'était en tout cas, c'est la personne qui l'a inspiré, mais en tout cas, Charlie Chaplin l'a sublimé après, par la suite. D'accord. Et toi, Romy? Moi, justement, oui, mais j'ai eu du mal à choisir, puisque, faut savoir que je suis en licence de cinéma. Je me la pète pas trop, mais voilà, je suis en licence de cinéma et j'ai appris beaucoup de choses sur Georges Méliès. Les prémices du cinéma, les années 30, le cinéma muet, et sur Charlie Chaplin et le cinéma burlesque. Donc, personnellement, je dirais Georges Méliès, puisque... Hugo Cabret aussi. Voilà, Hugo Cabret, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un film qui est adapté d'un roman illustré, écrit par Brian Selznick, si je dis pas de bêtises, qui s'inspire un peu de l'histoire de ce personnage-là. Voilà. D'accord, donc au final tu dis Georges Méliès. Georges Méliès, mais Charlie Chaplin. Ok. Un cinquième bonus, messieurs, j'ai peur de connaître votre réponse à tous les trois. Alfred Hitchcock versus Stanley Kubrick. Putain, c'est pas facile quand même. Hein. Stanley Kubrick, mais putain, c'est pas facile. Stanley Kubrick aussi, il a réalisé tellement de classiques et de tellement de genres variés. Oui, enfin, Hitchcock aussi quand même. Hitchcock aussi, mais Hitchcock, pour moi, il est resté dans un seul... il a varié un peu, mais Stanley Kubrick, il est vraiment allé assez loin. Il a fait de la SF, il a fait des films psychologiques, je pense à Orange Mécanique, il a fait Eyes Wide Shut, il a touché à plein de genres de cinéma, il n'est pas resté cantonné à un seul genre. Donc, voilà.
Pareil, Stanley Kubrick, dans le sens où Hitchcock, je pense avoir vu aucun film, en fait. Je sais qu'il faut que je m'y attelle. Ah ouais, il faut que tu regardes quand même. Mais là, je suis en train. Non, Psycho, je l'ai même pas vu. D'accord. Je suis en train. Je crois aucun film de Hitchcock. Je sais qu'il faut que je m'y attelle, mais bon, après, il faut avoir aussi l'envie. Voilà, Bah c'est des ouais, films en non, noir bien et sûr, blanc. bien sûr. Pour pouvoir les regarder. Après, voilà, Stanley Kubrick, j'ai dû voir 5-6 films de sa filmo. Je n'ai pas tout vu non plus. Et j'aimerais que je préfère Stanley Kubrick comme ça parce que c'est lui que j'ai vu les films. Je ne suis pas objectif. Ok, d'accord, très bien. Donc, merci pour vos choix. On va passer à la rubrique Recommande-moi un film. On va commencer par toi parce que je le vois devant moi, Jérém. Sing Street. Alors, je vous parlais de Sing Street. Donc, déjà, c'est un film de John Carney qui a réalisé Once. Donc, un film très indépendant. Je ne sais même pas de quel pays il est. C'est un film très agréable. Voilà. Et il a fait aussi New York Melody. Donc, ça, c'est un grand film coup de cœur que j'ai énormément. Avec Mark Ruffalo et Keira Knightley et merde, comment il s'appelle le mec des Maroon 5, aidez-moi. Adam Levine. Adam Levine, voilà, merci beaucoup. Et je peux ouvrir une parenthèse. John Carney, oui. Le réalisateur, a tourné une série pour Amazon qui est disponible et qui s'intitule Modern Love. Voilà, donc parce que John Carney lui a donné un petit cachet à Romu pour faire la publicité. Non, merci beaucoup pour cet aparté. Et donc voilà, maintenant je vous parlais de Sing Street, un film qu'il a fait, je pense, après Once et New York Melody. Voilà, au moins je vous lis le. C'est récent, hein, voilà, 2017, je dirais. Je vous lis le synopsis, voilà, et après je vous dis ce que j'en pense. Voilà, Dublin, années 80, la pop, le rock, le métal, la new wave passe en boucle sur les lecteurs cassettes. Connor, un lycéen dont les parents sont au bord du divorce, est obligé de rejoindre les bancs de l'école publique afin de s'échapper de cet univers violent. Il n'a qu'un objectif, impressionner la plus jolie fille du quartier, la mystérieuse Rafina. Afin de la conquérir, il monte alors un groupe de musique et lui propose de jouer dans son futur clip. Voilà, c'est pour vous dire que c'est un film assez frais et dans tous ces films, c'est que des musiques originales. Voilà, il est créé exprès pour le film, voilà, pour y mettre vraiment une ambiance, on va dire, très personnelle. Et ce film-là, quand on le regarde comme ça fait très film indépendant et tout. Voilà, c'est tourné en Angleterre. Non, même pas. Non, ils vont aller en Irlande. Voilà, c'est en Irlande. Leur but, c'est de partir en Angleterre et d'être connus. Concrètement, c'est un peu l'idée du groupe. Voilà, on est vraiment sur des lycéens tout simples. Voilà, et il a envie de créer un groupe, voilà, pour vraiment séduire une fille. Mais c'est vraiment d'une simplicité avec des musiques très originales. Ouais, j'adore ce film. Tu sors de ce film-là comme New York Melody, t'es content, t'es bien, t'as envie d'être bien. Voilà, c'est un film que très régulièrement comme New York Melody. Et je trouve que c'est un réalisateur, John, qu'on ne parle pas assez. Voilà, donc je voulais mettre la parenthèse sur un de ses films. Et peut-être New York Melody, voilà, pour vous encourager à regarder. Once un peu moins, c'est un film que j'aime un peu moins, mais il reste très très bon. Ok, bon alors moi pour le coup je l'ai vu hier soir. En fait, le film a une structure dramatique extrêmement classique. Ce qui fait qu'en fait, c'est une montagne, quoi. C'est genre, ça monte comme ça, t'es content, puis à un moment il se passe un truc, ça redescend, et puis à la fin ça remonte. Et tous les films, de manière générale, tous les films sont comme ça, la recette marche, mais du coup c'est quelque chose que je trouve extrêmement prévisible, et c'est plutôt dommage. Maintenant, là, pour le coup, ça reste un très bon film, mais bon, c'est un truc que j'aurais pu reprocher de manière générale. Est-ce que, Just, c'est un truc qui te fait envie ou pas du tout ? Bah, moi, ça me fait envie parce que je connais pas trop. Tu sais, dans ma filmographie, j'ai pas trop de films un peu musical comme ça. Donc, et c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Donc, du coup, ouais, pourquoi pas. Je l'ai noté d'ailleurs, hein, pendant qu'il faisait son petit discours. J'ai noté le nom du film. Et ouais, je pense que j'essaie de le regarder prochainement. New York Melody et Sing Street. Voilà, les deux, je les ai notés. Parce que New York Melody, c'est un film que ça fait longtemps que je veux le voir et que j'ai jamais vu. Et du coup, ben voilà, il faut que je vais me pencher dessus. Je trouve que c'est très formaté en fait comme film. C'est très bien, il y a la patte du réel et tout, c'est très bien, tu vois, il fait des bons trucs. Mais je trouve ça formaté. C'est pas un reproche que je fais au film, mais plutôt au scénario de manière générale de ce genre de film. On va dire que ça, pour ce genre de film, je trouve que ça me dérange. Moi, je regarde en tout cas les deux films New York Melody et Sing Street. Je trouve, je sais pas, je me sens bien quand je les regarde et j'ai envie de les revoir. Même quand j'ai fini, j'aimerais bien le revoir bientôt. Ouais, c'est réjouissant et puis ça donne envie de bouger parce que je trouve que les chansons, elles sont vraiment très bonnes. C'est ça. T'as des musiques très bonnes. Et alors, il faut savoir que je les écoute et je les réécoute. Dès que je remate le film, je reprends les musiques et tout dans ma playlist. Je sais pas, des fois, j'ai pas envie d'être triste dans un film. J'ai envie de passer une bonne soirée. Bien sûr. Et je mets un bon film comme ça et du coup, je suis bien. Ok, bah écoute, très bien. Joss, tu vas nous parler de quelque chose qui n'a rien à voir, hein, je crois. Incendie de Denis Villeneuve. Voilà, exactement. Donc ouais, là, c'est changement total de registre. Donc je vais vous parler d'Incendie parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Qui est pas vraiment connu de tout le public, donc du coup je pense que ça peut faire une découverte à certains. Vous trois, je sais même pas si vous l'avez vu. Moi je l'ai pas vu encore, mais
c'est dans très peu de temps, parce que bon, le petit Tanto me l'a prêté, il est en haut de ma liste, donc il va être maté genre dans la semaine, quoi. Bah écoute, ouais, moi aussi j'aurais bien aimé le voir, mais bon, m'envoyer chez Jérém, c'est compliqué. Par contre, pour le coup, c'est un film qui me donne extrêmement envie. Je crois que j'avais lu le synopsis à un moment, et surtout, est-ce que c'est le premier film de Denis Villeneuve? Il me semble que Ouais, c'est le premier. C'est le premier, ouais. Ok, d'accord, bon bah écoute. Il me donne énormément envie. Moi, celui-là, dès que Denis Villeneuve, j'ai été amoureux de son cinéma. Incendie, j'ai dit, faut que je le mate très vite, celui-là. Ok, Moi, je l'ai pas vu. Enfin, je l'attends. Je suis sur la liste d'attente. Ok, ouais, vas-y. Tu l'attends, du coup? Enfin, tu veux le voir? Ouais, j'ai bien envie de le voir, puisque j'aime bien le cinéma de Denis Villeneuve de manière générale. D'ailleurs, il est en train de réaliser Dune. Le casting. Il compte en faire une trilogie ou une... Oh, ça, je sais pas. 2 films, je sais plus. C'est très ambitieux. Mais ouais, c'est très ambitieux, mais c'est à l'image de son cinéma. Ok, Voilà. bon, bah écoute, dis-nous pour Incendie. Donc oui, donc comme vous disiez, Denis Villeneuve, je trouve que depuis quelques années, il enchaîne pas chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre, mais grand film sur grand film, parce que Prisoners, Premier Contact, Sicario et Blade Runner 2049, pour moi, c'est 4, c'est du très 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 lourd. Donc voilà, pourquoi faut voir Incendie? Parce qu'il y a un réalisateur vraiment de génie dedans. Ensuite, je sais pas si vous le saviez, mais Incendie, à la base, c'est une pièce de théâtre qui a eu un succès énorme, un succès mais vraiment planétaire. Il a été joué dans plein de pays différents et tout ça, donc du coup, c'est pour ça que Denis Villeneuve a voulu le faire au cinéma. Donc du coup, pièce de théâtre, et ça donne envie d'ailleurs de voir ensuite la pièce de théâtre, parce qu'on se demande un petit peu comment la pièce de théâtre peut être faite quand on voit le film, donc du coup, c'est assez intéressant. Après, le film a eu... Non, malheureusement non, parce que je l'ai jamais trouvé. D'accord, ok. Voilà, c'est juste pour ça. Alors, dès que j'arrive à avoir l'opportunité de le voir, c'est sûr que je veux voir la pièce de théâtre. Ensuite, le film a eu une nomination aux Oscars pour le meilleur film étranger. Bon, il n'a pas gagné, mais il a eu la nomination. Pour vous parler un petit peu du film, en très vite fait, en fait, c'est à la suite du décès de leur mère, il y a 2 jumeaux qui se voient remettre 2 lettres par le notaire. La première lettre, ils doivent la donner à leur père qu'ils n'ont jamais connu et qu'ils pensaient mort. Donc déjà, petite surprise. Et la deuxième lettre, ils doivent la donner à leur frère, dont ils ignoraient l'existence. Donc du coup, en fait, ça va les plonger dans le passé de leur mère, qui est plein de secrets, très mystérieux. Et du coup, voilà. Après, je peux pas trop vous en dire, mais du coup, ça nous donne un dernier acte, mais qui est juste surréaliste, qui est incroyable. Et du coup, voilà, le film, il a un scénario qui est en béton. Il a un rythme un petit peu lent, donc du coup, il faut un petit peu s'accrocher. Ça se peut qu'au bout d'un moment, on se dise où ça veut en venir, mais ça vaut vraiment le coup de s'accrocher, parce que il y a vraiment une surprise. Voilà, 5 étoiles. Donc voilà pourquoi il faut voir cet excellent film de ce cinéaste qui monte en puissance d'année en année. Moi, j'ai énormément envie de le voir, j'avoue. Moi, tu m'as encore plus donné envie de le voir, là, j'avoue. Là, c'est... Mais après, Denis Villeneuve, quelque part, on s'attend aussi à voir un cinéma. C'est son style de cinéma. Hein. Je suis d'accord. Voilà, je suis bien d'accord. et puis, ça passe très bien. Je l'ai pas vu, Blade Runner 2049. Mais c'est méga lent, mais premier contact, moi, c'est un film pas lent du tout, pour le coup. Il met du temps à démarrer, on va dire. Il y a une Non, redondance. C'est ça, il y a une redondance, je suis d'accord avec, mais je trouve C'est que pas moi, ça. j'ai pas vu le film passer, personnellement. Ok, Voilà, ouais, il non, est mais lent, il a une trame assez. Ouais, C'est ça le truc. c'est vrai Le que c'est premier très lent. contact, il est assez court, je crois. Il doit faire 2 Oui, il bonnes dure heures. même pas 2 heures. Il fait 1h55, je crois. Il est pas si long que ça, Premier Bah, Contact. je crois que Sicario, il fait un peu moins de 2 heures aussi, non? Par contre, pour le coup, il est très très lent. Et par contre, je veux juste dire, Sicario, par contre, je suis pas un ultra fan. Je sais que tout le monde le crie au chef-d'œuvre de ce film-là. Bah, chez Dom, Mais peut-être pas. mais mais alors, bon. mais pourtant, et ce film-là, je sais pas pourquoi j'ai un peu plus de mal. Ok, bon, écoute, Sicario, ce qu'il y a, c'est la scène à la frontière mexicaine, la scène de tension à la frontière mexicaine. Ah, c'est- il est monstrueux sur c'était l'autoroute. ouf. C'était ouais, sur l'autoroute, Ah, c'est elle est incroyable. monstrueuse. C'est incroyable, incroyable. Faudrait peut-être que tu le revois. Je vais le remater. Ça fait un petit moment que tu l'as pas ça vu. fait longtemps que je l'ai. Mais j'ai pas un très bon souvenir. Et Premier Contact, je les ai trouvés magistrales. C'est très très fort en effet. Bah écoute, merci, moi aussi j'ai très très envie de le voir, donc quand tu vas récupérer mon Blu-ray, vous pourrez aller le regarder. Je vais passer à mon... Merci pour la recommandation. J'ai passé au Avec film que plaisir. je peux vous recommander, et ça va faire la liaison avec ma chronique, puisque je vais vous faire une chronique sur l'acteur, et on va le voir réalisateur et scénariste, Joel Edgerton. Est-ce que... Bon, en bref, je vais vous dire qui c'est. C'est Star Wars, Warriors, Zero Dark Thirty, Gatsby le Magnifique, Midnight Special et Loving Nichols, It Comes at Night, Red Sparrow. On a aussi eu très récemment Gringo, Boys Erased et The King. Du coup, son tout premier film qu'il a réalisé et écrit, c'est The Gift, le film que je vais vous recommander dans un petit instant. Son deuxième film écrit et réalisé, c'est Boy Erased, et il a coécrit le scénario de The King, qui sort sur Netflix justement, et il joue aussi dedans.
c'est un mec qui est très polyvalent. Et moi, je le trouve, en tant que réalisateur, relativement doué. On va voir après la critique de The Gift, vu que je sais que tu n'as pas du tout aimé. The Gift, en bref, qu'est-ce que c'est? C'est un film qui est produit par Blumhouse, un thriller horrifique, mais bon, c'est très vite dit parce que ça ne fait pas peur, c'est peut-être à la limite angoissant à 2-3 scènes, mais c'est tout. En gros, dans les rôles principaux, on a Joel Edgerton, Jason Bateman et Rebecca Hall. C'est l'histoire de Jason Bateman et sa femme qui, après être venus se réinstaller dans leur ville natale, croisent une ancienne connaissance, Gordon, joué par Joel Edgerton, justement. Et Gordon va petit à petit s'immiscer dans leur vie. Le film, il est, moi, je trouve, relativement peu cliché, bien mis en scène et très peu prévisible. Notamment, je pense à la fin. Même si en apparence, ça peut être très classique. Voilà. Joss, tu me diras après ce que tu en penses. Ouais. C'est pas le film du siècle, mais c'est un film qui est très peu connu et je pense qu'il mérite un peu plus que simplement. Simplement. Il est sorti en salle, le film, en France? Il est sorti en salle, ouais, en France. D'accord. Ouais, mais il y a un petit moment, il y a quelques années. Donc voilà. Joss, du coup, qu'est-ce que tu as pensé du film, toi? Parce que je sais que pour le coup, on a deux avis opposés, donc ça va être pas plus mal. Ouais. Eh ben moi, j'ai trouvé que c'était assez classique. Alors, j'aime bien le genre un peu homme-invasion, tu vois, un mec qui va vouloir un peu s'immiscer dans la vie du couple et tout ça. Je trouve que c'est très intéressant. Je trouve que le début, c'est assez prenant. Mais au bout d'un moment, j'ai trouvé comme un peu, pas une sorte de répétition, mais ça m'a un peu ennuyé, ça m'a un peu perdu. Et malheureusement, je trouve que même les acteurs, je ne les ai pas trouvés forcément excellents dedans, donc ça m'a un petit peu perdu. Et au final, j'ai trouvé le film assez classique. Voilà, je trouve qu'en Homme Invasion, on a fait beaucoup mieux, pour le coup. Mais par exemple, je trouve que la fin, elle est relativement bien trouvée, tu vois. Et je trouve pas que ça tourne tant que ça en rond. Bref, je sais pas, j'ai trouvé que c'était assez classique quand même, tu vois. Après, j'en ai un souvenir assez lointain parce que je l'ai vu en salle, donc il est sorti il y a un petit moment déjà, donc j'en ai un souvenir assez lointain. Et tu vois, il m'a pas vraiment marqué, quoi. J'étais resté assez froid, quoi, assez distant malheureusement par rapport au film. Mais du coup, je suis curieux parce que pour le coup, Boys Erased, c'est un film avec Nicole Kidman, Joel Edgerton et le petit, je sais plus comment il s'appelle. C'est un film qui parle de la religion. Tu en as entendu parler? Oui, puisque le jeune dont tu parles a joué dans Mid-90s de. Ah oui, c'est lui. Ah, c'est lui? Oui, c'est lui. D'accord. Et le film, tu l'as vu ou pas du tout? Boys Erased? Ouais. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Et donc, le film, là, justement, est aussi relativement bien. Il parle d'un sujet un petit peu qui peut flancher à tout moment. Donc voilà. Sachant que là, il co-scénarise le film The King. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Je l'ai trouvé, par exemple, monstrueux dans It Comes at Night. Je sais que Jérôme, tu ne l'as pas vu, si je m'abuse, It Comes at Night. Est-ce que tu l'as vu, toi, Joss? Ouais, on en avait même parlé. Toi, je sais que tu avais beaucoup aimé. Et moi, j'avais beaucoup aimé la réalisation, mais j'avais trouvé le film vraiment trop lent. Alors, il y a des films lents que je peux adorer, il y en a plein. Mais là, pour le coup, la lenteur du récit, de l'avancée des choses, ça m'a un peu perdu. Alors, par contre, je reconnais qu'il y a quand même de la qualité derrière ce film, pour le coup. J'aimerais bien le revoir, d'ailleurs. Est-ce que tu l'as en Blu-ray? Je l'ai en Blu-ray, mais là, D'accord, bon, prendre alors. Écoute, ça marche. Bon, bah écoutez, messieurs, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Tu voulais nous parler d'un film? Dis-nous. Oui, je voulais vous parler d'un film qui est sorti en début d'année. Il s'agit de L'heure de la sortie, réalisé par Sébastien Marnier. Est-ce que vous en avez entendu parler? Moi, tu Absolument pas. Pas du tout, d'accord. Alors, moi, tu me l'as méga vendu. Je sais qu'il y a Laurent Lafitte dans le rôle principal. Tout à Si fait. je ne m'abuse. Tout à fait. Et je crois que ça parle d'une école, non? Un truc comme ça. Une classe. C'est au cœur du récit, Okay. mais je vous en dirai un peu plus. Voilà, donc c'est un film qui a fait 60 000 entrées en France, donc autant dire rien du tout. Dans le rôle principal, on a Laurent Lafitte, que vous devez connaître, je pense. Emmanuel Berco, Gringe, qui partage l'écran avec un groupe d'adolescents par Louana Bajrami. Donc c'est une actrice qui a joué dans 2 films présentés à Cannes cette année, qu'on n'a pas pu voir tantôt. Portrait de la jeune fille en feu et Fête de famille. Ah, ok, d'accord. Voilà. Petite info sur le film, il a été en sélection officielle à la Mostra de Venise en 2018. C'est pas rien, là. En même temps que First Man, du coup. Ouais, First Man et A Star is Born et je sais plus. Mostra de Venise, Star is Born? Ouais. Et c'est qui avait gagné? C'était la Mostra de Venise? C'était Romain. Romain, Ah ouais, oui, c'était de Romain. Alphonse. Ouais. C'est quoi aussi? Voilà. Bon, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'un prof suppléant d'une quarantaine d'années qui arrive dans un collège pour s'occuper des 3e 1 suite à un drame qui arrive très tôt dans le film. Je ne vais pas vous raconter plus. Voilà. Une hostilité va naître entre cette classe de surdoués et ce prof dépassé. Voilà. Donc ça va être au cœur du récit, mais je vous en dis pas plus pour vous garder la surprise. Voilà. Alors, il faut voir l'heure de la sortie pour son histoire.
anxiogène qui joue avec les nerfs jusqu'au climax. L'ensemble des acteurs, je les ai trouvés bien dirigés. La mise en scène s'exprime et fait avancer le récit. J'ai beaucoup aimé la lumière crépusculaire qui donne une atmosphère fantastique et lugubre au long métrage. Et la BO, composée par le groupe Zombie Zombie, on revient à Zombieland, voilà, qui vient renforcer cette idée d'atmosphère fantastique. Donc il y a un réel climat anxiogène qui recouvre le long métrage et empêche le spectateur de bouger de son siège. Donc ça a été mon cas. Je l'ai vu 2 fois d'affilée d'ailleurs, en salle, voilà, jusqu'à la révélation finale. On avance pas à pas au rythme du personnage principal qui incarne en quelque sorte le regard du spectateur qui cherche lui aussi à percer le mystère qui entoure cette classe de 3e 1 de surdoués. On en apprendra également davantage sur ce prof au cours de l'enquête qui construit une véritable relation de proximité entre son personnage et nous. Voilà. Donc c'est un film angoissant, malin et intéressant qui devrait être davantage connu et qui nous plonge en tant que spectateur dans un monde inconnu dans lequel on peine à distinguer le vrai du faux. Voilà. D'accord. Sorti cette année? Il est sorti cette année. Il est dans ton top 10 du coup? Il est dans mon top 10. C'est quoi déjà le nom? L'heure de la sortie. L'heure de la sortie. Et je ne l'ai pas précisé, mais c'est adapté d'un roman. Voilà. D'accord. Est-ce que ça t'a donné envie de Joss ou pas du tout? Alors honnêtement, ça m'a donné très envie. Alors heureusement qu'il en a parlé parce que si je lisais toi le synopsis sur Allociné ou Wikipédia où tu veux, j'aurais jamais regardé le film. Je vais être sincère, ça m'intéressait pas du tout. Mais il me l'a bien vendu et du coup pareil, je l'ai noté et je pense que j'essaie de le regarder dans la semaine et au prochain podcast la semaine prochaine, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà. On attend tes critiques pour ça et pour les Sing Street et tout, quoi. Voilà. D'ailleurs, la bande-annonce est très bonne. Lors de la sortie. Moi, j'ai pas osé la regarder, tu vois. Bah, tu peux la regarder parce qu'elle vend plutôt bien le film. Franchement, ok, elle est bien. Elle est très bien. Pour un film français, c'est plutôt sympa, ça. Ouais. C'est plutôt... On doit dire, ça t'a donné envie ou pas du tout? Carrément, pourquoi pas. Carrément, pourquoi ouais. pas. Okay. Et avant de terminer, il faut quand même défendre le cinéma de genre français, représenté par Alexandre Aja à l'international, oui. Coralie Farja. C'est pas français. Ouais, c'est en partie français parce qu'il a commencé en France. Voilà. Et Julia Ducournau aussi. Et c'est quoi? C'est un film comme qui fait quand même relativement peur. Peur, non, c'est anxiogène. C'est très anxiogène. Okay. Ça prend... C'est plus comme Get Out ou plus comme Hérédité? Il n'y a pas de comparaison. Franchement, là, il n'y a pas de comparaison. Bon, c'est assez compliqué. Moi, si je peux me permettre juste de dire un truc, ils sont un peu contents de pas avoir fait de Blu-ray parce que du coup, je pourrais jamais acheter. C'est ça. Voilà. C'est un peu comme Comment c'est long. Hein. Comment c'est long, il n'a pas eu de Blu-ray. Mais d'ailleurs, si je peux faire une passerelle entre l'heure de la sortie et Comment c'est loin, il y a Grinch quand même dans les 2 films. Ah ouais. Donc c'est... Grinch, il a joué aussi en Carbone aussi. Grinch, le Grinch, Jim Carrey. De quoi? Non, c'est qui le Grinch là? C'est qui Gringe? Gringe et Orelsan, quoi. Gringe. Ah, ok, d'accord. Moitié de casseur flottant. Le Grinch, tu nous as dit ça. Oh, je suis mort. Ok. Non, mais parce que tout à l'heure, on me vend Gringe comme si on parlait de DiCaprio, quoi. Donc, tout ça, j'ai dit, c'est qui Gringe? En vrai, moi, je le connais alors que je le connais pas. Ah, non, ok. Non, Gringe, franchement, il a de l'avenir, je pense. Il a un peu d'avenir, il joue vraiment bien. Je trouve qu'il s'est éclaté à jouer dans Comment c'est long sur son premier rôle. Et après, il a fait Carbone et du coup, à l'heure de la sortie, comme tu dis. Il est un peu plus discret dans l'heure de la sortie, mais. Déjà, c'est cool. Il joue, c'est pas un grand acteur dans les films, quoi. Donc, je crois qu'il est content. Bon, écoutez, merci Romu. Moi, j'avais déjà envie, mais là, ça m'a donné plus envie. Donc, je vais peut-être du coup le regarder en streaming. Bravo les éditeurs français, merci beaucoup. Ma foi, on va passer aux chroniques, du coup, à la deuxième chronique. On va commencer par celle de Joss parce qu'elle est très très courte de mémoire. Ouais, elle est très courte parce que je vais être honnête, j'ai pas eu trop le temps de la faire. J'ai écrit quelques lignes sur un sujet qui me déplaît. Donc promis, la semaine prochaine, ça sera une chronique positive. Donc là, en fait, j'ai un petit coup de gueule en fait sur les cinémas et films 3D et 4DX. Donc oui, j'en ai vraiment marre en fait de cette 3D gadget et inutile dans 90% des films parce que ce qu'il faut savoir c'est que pour qu'un film ait une 3D réussie, il faut qu'elle soit tournée avec une caméra 3D au départ. Il suffit pas de faire un clic droit sur l'ordi et transférer le film en 3D pour que ce soit efficace. Donc voilà, ce qui m'énerve c'est que c'est un gadget qui est juste fait pour faire payer plus cher les spectateurs et les familles surtout parce que du coup ça donne un billet de cinéma à un prix inacceptable pour moi et surtout pour avoir un rendu qui est vraiment pas intéressant
Ça en plus, ça assombrit l'image, donc du coup, je trouve que même des fois, ça peut gâcher le film. Donc la 3D, quand elle n'est pas utilisée dans le sens vraiment du réalisateur, comme peut faire James Cameron avec Avatar, là pour le coup, c'est de la vraie 3D et on en prend plein la gueule. Mais quand on nous met de la 3D pour qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, voilà, là c'est du foutage de gueule. Ensuite, il y a la 4DX. Alors la 4DX, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est tu te mets sur un siège, il y a des flammes qui sortent dans la salle, de la fumée, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Donc moi voilà, ça pareil, tu payes une place à un prix, c'est n'importe quoi. Tout ça pour faire, en fait, c'est une attraction, c'est même plus du cinéma. Donc pour moi, ça dénature le film, ça dénature la passion et le 7e art, parce que là, on est vraiment, voilà, on est au futuroscope, on est plus au cinéma. Et en plus de ça, ça te sort totalement du film, parce que faire tape-cul sur le siège quand il y a des scènes de tension, qu'il y a les gens qui rigolent, parce que forcément, ça les amuse de prendre de l'air dans la gueule, donc ça te sort totalement des scènes de tension. La fumée devant l'écran, c'est n'importe quoi. Donc voilà, du coup la 4DX c'est de la merde. Et en fait voilà, la seule chose qui peut valoir le coup, c'est les salles Dolby Cinema et IMAX. Voilà, là ça vaut le coup de payer, ça vaut le coup parce que ça améliore l'expérience cinéma, ça approfondit la chose, la tension, l'émotion dans les films. Mais du coup voilà, je pense qu'il faut que les gens arrêtent de se faire avoir, il faut arrêter d'aller voir les films en 3D quand les films ne sont pas tournés en 3D parce qu'on enrichit des salles de cinéma qui font des tarifs inapproprié à la chose. Et du coup, voilà, c'est mon petit coup de gueule. Arrêtez cette putain de 3D qui ne sert à rien. Ok, imagine Mad Max Fury Road en 4DX. Eh ben, ça m'emmerde. Pourquoi? Mais tu as Ben déjà parce vu que, comme je t'ai dit, pourquoi ça te sort en fait du film. Moi, d'avoir tu vois, de sauter, de me prendre de l'air dans la gueule, ben, du coup, tu vois, mon esprit, il est plus connecté, tu vois, dans le film, être dans l'image avec les acteurs. Du coup, ben ouais, je suis dans ma salle de cinéma. Tu vois, ça me sort de l'écran en fait. Alors, je suis pas d'accord avec toi. Bon, nous, on l'a vu, on s'en est pris plein la gueule. Ouais. Moi, il faut savoir que j'ai une expérience avec la 4DX de 2 films. Donc, j'avais vu Infinity War, très déçu parce que c'était pas adapté pour. Et pour le coup, Mad Max, c'était totalement adapté. Enfin, c'était fait pour la 4DX. On a vu le film, on s'en est pris plein la gueule. Après, il est vrai que l'écran de la 4DX est pas dingue. Mais par contre, l'expérience du siège qui bouge avec tous les gadgets qu'il y a à côté, ça a apporté un petit plus. Je suis très content moi, de l'avoir vu de cette façon-là. Je l'ai vu dans toutes les façons possibles, mais le voir comme ça, c'est incroyable. Après, d'accord avec toi sur l'IMAX. L'IMAX, c'est la façon la plus parfaite pour mater un film en 3D et tout le reste. Je suis d'accord que la 3D est souvent ratée dans les salles classiques. Voilà. Pourtant, j'ai vu quoi en IMAX? J'ai vu Pirates des Caraïbes 5, c'était pas le plus grand des films, mais la 3D, c'est vrai qu'elle était réussite en IMAX. Ça va dépendre des films. Voilà, comme tu dis. Non, mais après, voilà, Fury Road, tu l'as découvert en 4DX? Ah, pas du tout. Ah, et voilà, mais c'est ça la différence. Moi, je suis d'accord, demain, il passe Mad Max en Fury Road en 4DX. On l'a déjà vu le film, donc c'est pas très grave, c'est tu vois, notre esprit il est un peu déconnecté, on joue avec les gadgets, parce qu'on a déjà vu le film, on sait déjà ce qui va se passer. Donc du coup, on arrive un petit peu à kiffer un peu voilà, les gadgets dans la salle et le film. Mais je pense que si tu découvres Mad Max dans cette salle, ça te sort de cette tension, de ces courses-poursuites, Moi, la première fois que j'ai vu Mad Max, j'avais soif pendant le film. Il m'a donné soif. Tom Hardy dans le film, j'avais envie de boire, tu vois. Je te rassure, on a donné soif aussi. Hein, parce qu'il y avait Ouais, d'autres qui coulaient dans notre gueule. oui, mais voilà, je pense que tu peux redécouvrir, enfin revoir un film en 4DX, par exemple Mad Max, je pense que oui, tu as raison, ça peut être vraiment approprié. Mais si tu le découvres, je pense que ça te gâche l'expérience du film. Mais du coup, est-ce que le problème c'est la 4DX ou les gens qui vont voir la... Bah, le problème, c'est qu'il y a des gens qui cherchent après. Tous les gens qui vont au cinéma ne sont pas cinéphiles. Il y en a, ils y vont pour se distraire. Donc, ils sont contents de faire cette attraction. Parce que pour moi, c'est une attraction. Donc, oui, voilà, les gens, moi j'en connais, hein, ils vont dire ouais, c'était trop bien, c'était trop rigolo, on s'est pris de l'eau dans la gueule, on s'est pris du vent, c'était trop fou. Mais après, parce que eux, ils s'en foutent, tu vois, voilà, ils veulent du spectacle. Comme il y en a, ils vont te dire que Joker, c'était de la merde parce que, ah, bah, c'est mou, on s'est ennuyé, il se passe rien. Alors que le film, il se passe pas rien du tout, quoi, tu vois. Mais voilà, donc tous les gens ne sont pas cinéphiles, donc il y a des gens qui vont être très contents bah voilà, de sauter, de se prendre de l'eau dans la gueule, ils vont être contents. Mais pour moi, le cinéma, c'est quand même une expérience à vivre. Voilà, tu dois être dans le film, dans ton écran, et tu dois pas te prendre de l'air dans la gueule et des flammes qui viennent devant l'écran. Tu vois, c'est n'importe quoi pour moi. C'est pas des flammes non plus. Non, mais moi, à un moment dans ma salle, ils rejetaient de la fumée de chaleur, quoi, tu vois. Franchement, c'est n'importe quoi.
Pour des films comme ça, je pense qu'ils remettent en 4D, que c'est intéressant d'aller les regarder. Après, je suis d'accord avec toi, souvent ça sert pas à grand chose, mais des C'était fois. dans le cadre d'un festival, Voilà. non? Un festival. Oui, Ouais, c'était c'est- le festival. T'as tout à fait raison. Et du coup, pour ce film-là, je trouve que oui, c'était bien de le voir de cette façon. Après, oui, genre ma copine, moi, elle n'est pas du tout cinéphile. Moi, elle a besoin de spectacle et tout. Je ne vais pas lui montrer le film d'auteur à côté. Elle va me dire qu'est-ce que tu m'as montré, quoi. Ouais, bien sûr. Tranquille. Elle, quand elle va au cinéma, elle veut pas se prendre la tête. Elle veut prendre son manteau sur elle, poser, mater un petit movies sympa, soit de rire ou soit avec de l'action, et laisse-moi tranquille, quoi. Non, c'est sûr. Moi, je suis d'accord avec Joss et avec vous tous, on va dire. C'est une attraction. C'est une attraction qui est arrivée assez récemment, je crois en 2018 ou 2017. À c'est Toulouse. ça, Ouais. À Toulouse. Ah. C'est aussi une manière de faire venir les gens. Parce que on a de moins en moins de personnes qui se déplacent en salle, T'as vu les prix progressivement. T'as vu les prix aussi. Oui, d'accord, les Mais prix, ouais. mais tu vois, c'est une manière aussi de les faire venir parce que tu leur dis, il y a une attraction, vous allez bouger, vous allez interagir quelque part. Les gens, ils vont se déplacer. Là, aujourd'hui, on a Netflix, on a d'autres services de SVOD dans les mois à venir. Je sais qu'il y en a qui vont pas bouger de leur écran. Tu En vois. plus, il pleut en ce moment. donc, C'est ça. Il y a des films de qualité qui sortent sur les plateformes, donc tu vas pas forcément te déplacer. Moi, Ouais, ça mais me t'imagines, donne envie, quoi. ça les fait venir, mais ça les dépouille. Après, les gens, tu les revois plus. T'imagines une famille, ils sont à 4, un couple, les 2 gosses, ça leur fait une journée à 100 € pour voir un film, 100 €. Et après, il faut pas qu'ils s'étonnent que ces gens, ouais, ils sont allés une fois et après, ils vont te dire, ah non, c'était sympa, mais c'est trop cher et tu les vois plus jamais, ces gens, 100 € la journée. Le cinéma, le problème, c'est que je suis d'accord, ils râlent parce que les gens ils vont pas au cinéma, mais c'est vrai que les prix pour une famille, gros, j'imagine qu'il y a une famille qui est 4-5, Ouais, mais écoute, merci. Maintenant, je sais que toi, Jérém, tu voulais nous parler d'un truc. Alors, le truc, c'est que personne ne connaît ici, donc j'espère que tu vas bien nous expliquer. personne connaît la BD de Torgal. Comme Non. ça. Non. Ah, c'est ouf quand même, vous connaissez pas Torgal, quoi. Alors, en fait, Torgal, c'est un peu Aragorn avec, je dirais, un univers limite plus étendu. Aragorn, c'est un anneau. Ouais. Voilà. Mais quand même, gros. On a les bases. Donc, du coup, voilà. Bon, Torgal, c'est une BD qui a été faite par un Belge, comme la plupart des BD, on va dire. Van Damme. Bon, ça va rien vous Van dire, Damme, peut-être bien. Van Damme. Non, mais ils ont tous le même blase, gros, en Belgique. On commence pas à juger. Hein. Du coup, c'est un univers étendu dans le sens où c'est médiéval, voilà. Il y a plusieurs époques concrètement, et il y a plusieurs époques. Voilà. Ils ont fait plusieurs BD, voilà, sur plusieurs époques. Ça fait très longtemps que ça existe. J'ai rien écrit, hein, je vous le dis ça un peu à brut pour le point comme ça, parce que je préfère rien vous spoiler, parce que pour le coup, ça peut être une BD très intéressante. Je sais pas, vous n'êtes pas trop lecteur, mais c'est une BD qui franchement, c'est des BD qui se lisent très rapidement. J'ai dû lire à peu près une vingtaine de BD. Il a dû en avoir après une cinquantaine. Et univers étendu dans le sens où c'est un mec déjà qui fait l'aventure. Voilà. Il l'apprend au fur et à mesure de son aventure. Voilà. C'est le seul spoil que je peux vous dire concrètement. Et c'est un truc fantasy, c'est un peu comme Seigneur Anneaux. Donc il va avoir des sorcières, il va avoir des gobelins, tout un tas d'univers très fantasy. Je me suis dit pourquoi il ne s'attelle pas à adapter cette BD au cinéma. Moi, je serais plus d'avis que ce soit en série. Ça pourrait devenir clairement un nouveau Game of Thrones, peut-être même au-dessus, parce que ça a l'air d'être largement plus étendu. Et on pourrait rajouter plein de choses comme adaptation. Donc, je ne sais pas si vous, ça pourrait vous hyper, parce que vous ne connaissez pas Torgal. Moi, en connaissant, c'est bizarre, vous ne connaissez pas Torgal quand même, parce que je trouve que l'univers est totalement dans la logique pour faire soit une série ou soit un film. Plus une série pour moi, parce que c'est très long. Donc, ce serait plus logique. Bah, moi, je pense que tu as dit qu'il y avait 50 BD qui étaient sortis déjà. S'il faut compter tous les hors-série. 50, donc en termes d'adaptation, c'est moins évident, tu vois. Il faut choisir les BD à adapter, le cycle à adapter, parce que tu m'as dit qu'il y avait plusieurs univers. On adapte directement, je pense, la trame narrative classique de son histoire basique, de là où on le trouve dès la première BD, en fait. Ça serait intéressant, je pense. Après, tu dis que c'est une histoire qui rappelle un peu Le Seigneur des Anneaux, dans ce côté héroïque fantasy. C'est moins brutal que The Witcher. C'est enfantin, on va dire, un peu comme Seigneur des Anneaux, mais c'est pas un délire où genre j'ai une communauté, on est en équipe et tout. Ça n'a rien à voir, on est vraiment sur un autre esprit. C'est un peu violent quand même, hein, mais peut-être pas comme The Witcher, voilà, c'est ce que je disais. Je sais pas, c'est quand même largement différent. Donc pourquoi on miserait pas sur un truc qui est quand même connu, comme Torgal, tu vois, et qui pourrait être magnifique, quoi, ça pourrait être énorme. Je pense que c'est une question d'ambition, puisque on a déjà eu plusieurs adaptations de bande dessinée franco-belge.
Je pense notamment à Lucky Luke. Seul, voilà, récemment, qui a pas fonctionné au box-office. Mais ambitieux, en tout cas. Très ambitieux. On a eu Le Transpersonnel, c'est une BD franco-belge, qui va être adaptée en série d'ailleurs. Astérix, voilà. Astérix, c'est vraiment la BD qui a été le plus adaptée, je crois. C'est possible, avec tous les films qu'il y a eu, oui. C'est une question de volonté. Je sais que, par exemple, Christophe Gans voulait adapter la bande dessinée Raon. Ils avaient engagé 50 millions d'euros pour produire cette adaptation. Mais ça a été vite abandonné, parce que c'est des projets à risque. T'es pas à l'abri d'un échec. Ouais. Voilà, c'est très dangereux à faire. Non, mais je suis d'accord, hein, bien sûr, il y a des risques et tout, mais je trouve que Torgal, vous connaissez peut-être pas, ou peut-être juste de nom, mais il y en a quand même énormément, sinon ils ne continueraient pas les BD. Il y en a énormément du coup qui lisent Torgal et qui adorent Torgal. Je trouve que ça s'apprête à être ça peut être une série très grande en fait. Pas obligé de faire beaucoup de saisons, mais ça peut être une série une série de malades. C'est un budget de ouf. Parce que Heroic Fantasy, comme ça, tu vois, par exemple, le Seigneur des Anneaux claque 1 milliard pour leur série d'un coup, leur série la plus chère. Attends, est-ce que c'est 1 milliard d'avoir payé les droits de Seigneur des Anneaux, ou est-ce que c'est 1 milliard, ça comprend aussi je crois que ça comprend tout, la création et les droits. Ok, d'accord. Il me semble. Je dis peut-être une bêtise, Just est au courant. Ouais, c'est 1 milliard pour l'ensemble. Hein. Ah ok, d'accord, c'est 1 milliard pour l'ensemble, ça. Qu'ils ont fait pour faire Mary Poppins. Ouais. Il a mis 20 ans, Walt, pour réussir à obtenir les droits. Mais c'est pas une BD, ça. C'est un livre, mais peu importe, c'est une adaptation. Il a galéré à avoir les droits. Et ça s'est fait jusqu'au dernier moment. Oui, elle a fini par signer en tant qu'accord, juste pour un seul livre. Ouais, ça s'est fait, mais voilà, des fois, oui, ça met du temps. Donc peut-être que c'est en négociation, mais qu'on n'est pas au courant. Voilà, c'est juste comme ça. Ça fait longtemps, je me dis, putain, c'est vrai qu'il y a Game of Thrones, tout plein de trucs d'une adaptation, mais Torgal, je sais pas, je trouve le mec, il a un style à la Aragorn. Ça pourrait être trop stylé. Je kifferais qu'il fasse un Torgal au cinéma, ça viendra, mais bon. Et c'est plus connu que la BD seule. Ah, largement. Ah ouais. Ah, largement. Seul, je connaissais même pas. Gros. Que Torgal, gros, il y en a partout. Tu vas dans n'importe quelle bibliothèque, même des écoles. Mais Torgal, c'est aussi vieux que c'est. Après, c'est peut-être toute ton époque. Ouais, Torgal, c'est un peu. Just, tu connais, entre Seul et Torgal, tu connais quoi? Aucun des deux, pour le coup. Mais Seul, t'as vu le film français, là? Non, j'ai pas vu le film français non plus, non. Bah, pour le coup, nous, on connaît pas. Donc, je connaissais pas du tout la BD Seul, moi. Faut vraiment avoir je veux dire vulgairement, les coronas, tu vois, pour poser je sais pas combien de millions de dollars ou d'euros, je sais pas, sur la table pour faire des choses comme ça. Les Français n'y comptent même pas déjà. Ouais. Ah là, ça serait un ricain, hein. Là, faudrait compter sur des ricains, limite. Hein. Est-ce qu'ils ont ça chez eux aussi? Parce que ça s'exporte, tu vois. Ah, c'est ça. Parce que si c'est comme Lucky Luke. Après, ça se trouve, il s'est fait approcher, hein, ça se trouve. Merci beaucoup, messieurs. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Je vous dis, j'espère à la prochaine. Plaisir à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.